Bonjour à tous. Bon, alors dans cette vidéo, on va aborder un nouveau sujet de cette formation stratégique sur la partie de la création d'un portefeuille équilibré. Donc c'est très très important, c'est central évidemment puisque avant de commencer à acheter, vendre et faire de la gestion active, il faut commencer par former et créer son portefeuille. Ok, donc dans le cercle d'investissement, je discute et j'aborde beaucoup de sujets concernant le Bitcoin et les altcoins. Ok, dans ces différentes analyses, je vous partage du coup des indicateurs sur les différents flux, sur le Bitcoin, mais également sur tous les altcoins pour être capable de choisir une altcoin plutôt qu'une autre. D'accord. L'intérêt de tout ça, c'est d'être capable, du coup, de créer un portefeuille équilibré sur des crypto-monnaies qui ont un potentiel intéressant. Et ce potentiel-là, eh ben, il va être justement forcément très dépendant de beaucoup d'indicateurs, du flux d'acheteurs, du flux de vendeurs. Est-ce qu'on a des gros portefeuilles qui sont positionnés? Est-ce que c'est une crypto sur laquelle on a un narratif intéressant? Est-ce que la capitalisation est intéressante? Est-ce que la structure de prix est intéressante? Bref, tout ça, ça va constituer justement le choix d'une crypto-monnaie. Maintenant, forcément, quand vous êtes un petit peu débutant, vous allez commencer à vous intéresser à la crypto par des youtubeurs, par des amis, etc., qui vont vous recommander la crypto. Donc quand vous arrivez dans cet écosystème, généralement, la majorité des personnes se retrouvent sur les réseaux sociaux et en l'occurrence beaucoup sur YouTube. Et donc vous allez voir des tonnes de vidéos qui vont vous parler de tel crypto, de tel projet. Enfin voilà, je sais pas, Monero par exemple, c'est une crypto-monnaie sur la privacy. Vous êtes capable, en détenant du Monero et en faisant des transactions en Monero, de ne pas être suivi à la trace comme vous pouvez l'être sur Bitcoin par exemple ou sur d'autres crypto-monnaies. Vous avez des crypto-monnaies qui sont des mêmes coins, par exemple le Shiba Inu. Donc l'objectif derrière, il n'y a aucun projet, c'est juste un token de communauté. L'objectif, c'est juste une communauté qui dit, nous on a envie que Shiba grimpe et c'est uniquement spéculatif. Vous avez des crypto-monnaies basées sur de l'intelligence artificielle où le principe, ça va être de créer en fait des projets sur lesquels on va avoir, par exemple pour Tao Bitensor, c'est une mise en réseau de GPU et de puissance de calcul qui met en réseau, un peu comme le Airbnb de la puissance de calcul. Ceux qui veulent louer de la puissance de calcul vont sur cette plateforme pour réussir à louer de la puissance de calcul, et ceux qui ont de la puissance de calcul à disposition le mettent à disposition d'autres personnes. Et en fait, ça va être un réseau qui va être comme ça, être capable de faire discuter entre eux des gens qui ont de la puissance de calcul et d'autres qui veulent l'utiliser. Donc vous avez tout un tas de projets comme ça, vous avez plusieurs millions de cryptos différentes, et donc on va aborder dans cette vidéo les principes qui font que vous allez choisir un ensemble de cryptos plutôt que d'autres, etc. Donc évidemment, quand on va parler de création d'un portefeuille, on va parler de nombre de cryptos différentes. Ça, c'est vraiment déjà la principale chose que vous devez savoir, c'est que on est toujours tiraillé entre deux choses: concentration et diversification. D'accord. Alors, je pense, c'est mon point de vue, que la surdiversification dans le secteur de la crypto-monnaie, c'est un leurre. D'accord. Vous voyez actuellement, hein, là, sur 24 heures, on a des cryptos qui sont dans le vert, elles sont toutes quasiment dans le vert. D'accord. On en a quelques-unes qui sont dans le négatif léger. D'accord. Bon, alors certaines qui sont très liées justement à des mauvaises nouvelles ou à des très bonnes nouvelles peuvent avoir des surperformances. Mais vous voyez que quand on regarde ici le graphique à 7 jours, vous voyez qu'elles ont toutes à peu près le même graphique, d'accord. Une remontée en escalier, à peu près toutes, d'accord. Donc ça, c'est dû à plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est déjà un trading algorithmique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les marchés crypto, comme dans la majorité des marchés financiers, on a des algorithmes qui permettent d'arbitrer le prix des différentes cryptos entre elles. Donc c'est-à-dire que quand Bitcoin va monter de quelques pourcentages, les algorithmes vont automatiquement acheter toutes les autres cryptos, donc, ou quasiment toutes, ce qui fait qu'on va avoir comme ça, petit à petit, une augmentation de toutes les cryptos et ça va aller dans le même sens.
d'accord? Si Bitcoin est vendu, eh bien, on va avoir des algorithmes qui vont vendre les autres cryptos en due proportion, d'accord? À ça, on ajoute évidemment du coup le flux acheteur et vendeur spécifique à une crypto donnée. Donc si j'ai une excellente nouvelle sur la crypto TRX, eh ben, je vais avoir du flux acheteur sur cette crypto TRX en plus de ces algorithmes-là. Donc ça peut avoir une courbe, donc il peut avoir une courbe un peu différente des autres. Si on a une très mauvaise nouvelle sur une crypto-monnaie, bah, ça peut être l'effet inverse. Mais globalement, les cryptos sont corrélés les unes aux autres. Et donc en fait, la, la diversification, la surdiversification, c'est vraiment un des premiers pièges dans lequel tombent beaucoup de personnes. Donc moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me contacter, forcément, est-ce que tu peux analyser mon portefeuille? Et souvent, elles ont 30, 40, 50 cryptos. J'ai même eu des personnes qui avaient 120, 130 cryptos différentes. Honnêtement, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, si vous achetez autant de cryptos différentes, en fait, vous créez un indice, d'accord? Et dans ce cas-là, mieux vaut investir sur le Bitcoin, d'accord? Parce qu'en fait, vous allez lisser les performances des unes par rapport aux autres, ce qui fait que, in fine, vous aurez une performance qui est relativement similaire à celle du Bitcoin, ok? Ou celle de cet indice qui est Others, d'accord? Others, c'est un indice synthétique qui vient reprendre la capitalisation de marché. Donc ça, reprenez la partie stratégique, la partie stratégie Medusa si c'est pas clair pour vous, la partie capitalisation. Mais Others, ici, on vient reprendre la capitalisation des cryptos entre le top 11 et le top 125. Donc vous prenez vraiment la capitalisation ici, si on revient ici, top 11 hyper liquide, vous prenez la capitalisation ici de 10 milliards de dollars, vous ajoutez à celle de Bitcoin Cash, donc on est à 19, plus 8 milliards, ok, donc on est à 27, 28, je ne sais plus ce que je disais, enfin bref, à peu près 28 milliards, et ensuite on avance comme ça dans la capitalisation, 28 plus 7, plus 7, plus 7, plus 6, plus 6, etc. Et on vient sommer tout ça jusqu'à la crypto-monnaie numéro 125, et ensuite on arrive à cette courbe-là, d'accord? Et on voit du coup cette courbe évoluer, donc cette courbe synthétique de la capitalisation de ces crypto-monnaies. Donc on pourrait dire des mid-cap, d'accord? Donc des capitalisations qui sont moyennes. Donc effectivement, celles qui sont au-delà du top 10 sont encore considérées un petit peu comme des big cap, ok, en tout cas à titre personnel. Celles qui sont plutôt au niveau du top 125 peuvent être pour certaines presque considérées comme des small cap. Mais voilà, ça nous fait ici un peu la capitalisation des crypto-monnaies moyennes. Ok, elles ne sont pas dans le fond du tableau, hein. Je vous rappelle ici, vous avez le nombre de crypto-monnaies. Donc on en a 27,6 millions de crypto-monnaies différentes. Donc évidemment, ici, quand on est jusqu'au top 125, on peut considérer que c'est quand même des cryptos qui sont quand même assez capitalisés. Et donc vous avez cette courbe-là. En fait, si vous prenez 100 cryptos différentes, vous allez en fait avoir une performance qui est très similaire à celle-ci. Parce que si vous avez une mauvaise nouvelle sur la 94e crypto que vous avez, bah, au final, ça va être lissé par les 99 autres cryptos que vous avez dans votre portefeuille. Et à l'inverse, si vous avez choisi une crypto qui surperforme excessivement et qui a vraiment une courbe incroyablement haussière, bah, le fait que les 99 autres aient des performances qui sont moyennes, bah, en fait, ça va lisser votre performance. Et honnêtement, je pense que c'est pas forcément une bonne idée parce que bon, déjà, vous êtes incapable de suivre un portefeuille avec plus de 100 lignes. Je suis à temps plein dans la crypto-monnaie, je fais que ça. Et je suis incapable de suivre précisément 100 cryptos différentes. Quand je dis précisément, c'est vraiment précisément, c'est-à-dire c'est pas que analyser la charte en mode ça monte ou ça descend, c'est ça monte, ça descend, quelles sont les structures de prix sur des unités de temps plus courtes, quels sont les flux, quelles sont les données que je peux avoir sur l'analyse on-chain, sur l'analyse de l'order flow, etc. Tout ça, si vous le faites sur des centaines de cryptos différentes, ça va vous prendre des heures et des heures et des heures et des heures. J'imagine que vous n'êtes pas forcément à temps plein dans la crypto-monnaie, donc pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors, si vous prenez justement une personne comme moi qui a la possibilité de faire des analyses plus synthétiques, moi, je vais avoir des critères, des screeners, ok, qui me permettent de regarder un certain nombre de crypto-monnaies
avec des indicateurs qui sont donnés, des alertes, etc. J'ai des alertes sur des watchlists qui me permettent de regarder, OK, telle ou telle crypto-monnaie. Par exemple, vous voyez, hein, là, j'ai TIA qui m'indique qu'on est potentiellement dans une zone d'achat. Donc, je vais regarder, je vais creuser. Bon, là, le graphique est horrible, donc je ne vais pas forcément aller chercher beaucoup plus loin que ça. Mais le boulot, c'est ça. Le boulot, c'est ça. Et le problème de la surdiversification, c'est que vous devez donc être capable de savoir pourquoi vous gardez votre crypto-monnaie plutôt que de la vendre. D'accord? Et ça, c'est évidemment indispensable à faire parce que je vous rappelle que conserver une crypto, c'est comme si vous l'achetiez. D'accord? Si vous conservez votre crypto, c'est que vous pensez qu'elle aura une performance plus élevée qu'une autre crypto-monnaie que vous n'avez pas en portefeuille et que vous pourriez donc avoir en portefeuille. Si vous décidez d'être sur la crypto A plutôt que B, ça veut dire que vous pensez que A va surperformer B. D'accord? Et ça, c'est hyper important, donc de ne pas se surdiversifier et de garder toujours en tête que il faut être capable de suivre son portefeuille. Et honnêtement, il y a très peu souvent plus de 10 ou 15 cryptos différentes qui ont des super configurations. D'accord? Quand on va analyser le marché, on va toujours se dire, OK, j'ai 3 cryptos qui sont bien configurés. Oui, mais dans les 3, il y en a une qui est vraiment très très bien configurée. D'accord? Donc on va plutôt se positionner sur une des 3. Alors on peut prendre les 3, d'accord? Mais si on en a 30, en réalité, il y en a peut-être que 10 qui ont vraiment des vraies configurations. Les 20 autres, elles vont avoir toujours un petit défaut, un petit truc qui va faire que c'est pas idéal. D'accord? Ou alors qu'il faut être un peu plus patient. Donc on va être positionné uniquement sur les 10 premières. Tout ça pour dire que de mon point de vue, vous devez avoir 3 types de nombre de... Enfin, vous avez 3 possibilités en termes de nombre de cryptos différentes. Alors, si vous avez un portefeuille, on va dire de moins de 1000 $, je pense que 6 cryptos différentes, c'est parfait. D'accord? Parce que au-delà, vous allez avoir des positions qui seront trop faibles pour chaque crypto. Donc, en fait, vous allez bénéficier très peu des mouvements haussiers. Et donc, vous, il va falloir plutôt jouer la concentration. D'accord? La concentration dans un certain nombre de cryptos qui ont vraiment... vous allez avoir un bêta élevé, comme on dit dans la finance. Un bêta élevé, ça veut dire que vous allez avoir vraiment une plus-value sur votre choix. Vous allez vraiment choisir et ça va être un peu vos convictions. D'accord? Donc c'est ça, le bêta, c'est les convictions. Donc il va falloir choisir ça. Si vous avez un portefeuille, on va dire entre 1000 et 5000 $, vous pouvez monter à peu près à 8 cryptos différentes. D'accord? Donc là, vous allez avoir des positions qui sont un peu plus élevées sur chaque crypto-monnaie et du coup, ça justifie le fait de passer de 6 cryptos à 8 cryptos. Ensuite, quand on est au-delà, entre 5000 et 20 000 $, j'estime que 10 cryptos, c'est pas mal. Ok, encore une fois, vous ajoutez un peu de crypto parce que, bon, voilà, 10 cryptos différentes sur 20 000 $, ça fait 2000 à peu près par crypto. Honnêtement, je trouve que c'est assez honnête. Donc ça fait que chaque crypto pèse quand même au moins 10% de votre portefeuille. Et ça, pour moi, c'est important parce que avoir une crypto qui pèse 2, 3%, 1% de son portefeuille, 0,5% de son portefeuille, honnêtement, pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que 0,5%, même si c'est une performance exceptionnelle sur cette crypto que vous avez décelé une pépite, ça va même pas se voir dans votre portefeuille global. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Outre le fait que vous ne pourrez pas suivre, etc., ce dont on a parlé. Ensuite, quand on est plutôt entre 20 000 et, on va dire, 200, 300 000 $, 12 à 14 cryptos différentes, ça suffit, d'accord? Pas beaucoup plus. Ok. Et ensuite, quand on est au-delà de 300, 500 000 $ et qu'on va chercher plusieurs millions de dollars, on peut aller jusqu'à une vingtaine de cryptos différentes. Mais honnêtement, il faut jamais aller au-delà. Pour moi, 20 cryptos, c'est vraiment un maximum. D'accord? À titre personnel, je joue jamais avec plus de 10 à 12 cryptos. Honnêtement, et ça a toujours été le cas, peu importe la valorisation de mon portefeuille, j'ai jamais été au-delà parce que déjà, j'ai du mal à trouver plus de 12 cryptos différentes qui ont vraiment des super configurations. Donc voilà, à titre personnel, voilà, moi je pense que à part pour des tout petits portefeuilles où là, avoir 10 cryptos différentes, ça peut être vraiment compliqué. Mais vous savez, il y a des très très gros portefeuilles qui n'ont que 6,
7 cryptos différentes, 8 cryptos différentes, hein, et des portefeuilles qui valent plusieurs millions de dollars. Donc évidemment, quand on a un portefeuille je sais pas moi, 5 millions de dollars et qu'on a 6 cryptos différentes, ça fait des portefeuilles à plusieurs centaines de milliers de dollars par crypto. Donc évidemment, c'est des grosses positions, mais on va ajuster avec un autre critère, le critère qui pour moi est principal quand vous créez votre portefeuille, et c'est celui de la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, donc j'en ai parlé, hein, c'est le nombre de jetons en circulation multiplié par le prix de ce jeton, donc 78 952 euros fois le nombre de bitcoins en circulation, c'est-à-dire à peu près 20 millions, on va dire. Et ben ça vous donne ici la capitalisation boursière de cet actif. 20 millions fois 78 000, ça vous donne 1575 milliards, d'accord, d'euros. Donc ça, c'est le critère le plus important pour constituer votre portefeuille en fonction de votre profil de risque. D'accord ? Vous devez être capable de vous poser les différentes questions que je vais vous poser, c'est-à-dire quel est mon niveau d'aversion au risque, c'est-à-dire à quel point je suis capable de bien dormir la nuit en ayant des pertes. Si vous avez un portefeuille de 20 000 dollars et que votre portefeuille en vaut que 10 000 au bout de 3 mois, est-ce que vous allez être capable de bien dormir la nuit, de passer des bonnes journées, d'être capable de ne pas y penser jour et nuit et de ne pas commencer à faire des bêtises sur votre portefeuille, c'est-à-dire vendre brusquement sur un coup de tête, racheter brusquement sur un coup de tête, etc. Est-ce que ça, vous en êtes capable? Ou est-ce que pour vous, vous êtes capable avec un portefeuille de 20 000 dollars de plutôt subir uniquement un portefeuille dès qu'il en vaudra moins de 16 000, ça va commencer à devenir vraiment compliqué pour vous émotionnellement, ou moins de 17-18 000, et dans ce cas-là, donc il va falloir ajuster. Évidemment, la volatilité des actifs est très dépendante de leur capitalisation. Vous voyez ici, la volatilité de l'actif sur 24 heures, en l'occurrence du Bitcoin, elle est de 5%. D'accord ? Actuellement, elle est de 5%. On a un gros rebond haussier. Donc, on va regarder, mais si on va chercher de plus en plus bas dans le tableau, on va aller vraiment bas dans le tableau, vous allez avoir des volatilités qui sont beaucoup plus fortes. Alors là, c'est pas forcément très très représentatif, hein, mais on a quelques cryptos qui sont un peu plus hautes, mais globalement, hein, si on regarde les crypto-monnaies qui sont les plus basses, je vais regarder par exemple ici, cette crypto-monnaie-là. Donc sur une journée, c'est pas forcément hyper représentatif. Mais si on regarde ici, par exemple sur TradingView, ici on va regarder les amplitudes de cette crypto. Une petite remontée comme ça représente 5%. Là, je suis en échelle de temps 1 heure. Par contre, si je viens dézoomer, hein, je vais me mettre en weekly. Par exemple, ici, entre le point bas et le point haut, on est à plus 263%. Et du coup, entre mars 2025 et actuellement, on est sur une perte de 82%, d'accord, 83%. Évidemment, quand Bitcoin, vous vous doutez bien que Bitcoin, lui, depuis mars, il n'a pas fait une performance de moins 83%. En l'occurrence, il avait fait, je ne sais pas, on peut regarder, hein, mais c'est de l'ordre de quelques pourcentages de hausse, hein, pour Bitcoin. Hein. Il est plus haut que ce qu'il était comme valorisation en mars. Donc, évidemment, plus vous allez vous rapprocher des cryptos qui sont très faibles en capitalisation, plus vous allez avoir des amplitudes importantes en termes de prix. D'accord ? Donc là, on va regarder, hop, pour en avoir le cœur net. Hop, TradingView, depuis mars en l'occurrence c'était là, vous voyez qu'on est à peu près sur les mêmes niveaux, d'accord ? On est à peu près sur les mêmes niveaux depuis mars, alors qu'on était à moins 80% sur la crypto en question. Donc évidemment, vous êtes capable d'aller chercher plus de performance quand vous regardez des cryptos qui ont des plus faibles capitalisations, mais également vous vous exposez à plus de risques. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est, mettons que vous ayez choisi d'avoir 10 cryptos différentes en portefeuille, il va falloir que vous choisissiez une répartition de la capitalisation, d'accord ? Vous allez vous faire plusieurs segments. En l'occurrence, je vous conseille de faire trois segments différents, pardon. Donc, vous allez vous faire un segment sur les big caps. Donc, pour moi, les big caps, ça vient chercher les crypto-monnaies jusqu'au top 30, d'accord ? Donc, dans le top 30, vous allez sélectionner des cryptos. Ensuite, vous allez regarder les mid caps, donc entre le top 30 et le top 100, d'accord ? Et ensuite, en dessous du top 100, on va avoir tout ce qui est donc small cap. Je ne vais pas chercher des crypto-monnaies qui sont au-delà du top 350.
ok? Top 350, c'est un peu arbitraire, honnêtement, hein, ça pourrait être 250, ça pourrait être 300. 350, honnêtement, actuellement, ça fait des capitalisations, donc là, on va le regarder, hein, mais le top 350, ça fait des capitalisations de l'ordre de 60 millions de dollars. 60 millions, c'est quand même très très faible. Donc, vraiment, occasionnellement, si j'ai vraiment un signal exceptionnel sur une crypto-monnaie qui est en dessous, bah, je peux agir. Mais traditionnellement, c'est une règle que je me fixe parce que voilà, je veux pas être exposé à des cryptos qui sont trop petites, des cryptos qui ont une trop faible liquidité. Donc là, vous allez avoir le volume sur 7 jours. Traditionnellement, donc j'en ai parlé, vous êtes capable de rentrer sur une crypto-monnaie avec à peu près 10% du volume sans faire bouger le prix. Donc ça veut dire que tous les 7 jours, vous allez être capable d'acheter, je sais pas moi, cette crypto UMA, ok? Vous allez être capable d'acheter 10% de son volume sans faire bouger le prix. Donc tous les 7 jours, vous allez être capable d'acheter pour 4 millions de dollars de cette crypto sans faire bouger le prix. Donc vous voyez, c'est encore acceptable, 4 millions toutes les semaines, surtout qu'on n'est pas dans une période ni d'euphorie, ni de panique, etc. Donc ça peut être OK de se positionner sur une telle crypto. Évidemment, quand vous avez beaucoup plus de volume, c'est plus facile de se positionner. Mais voilà, ça, c'est des cryptos sur lesquels je peux aller. Mais si on va dans le bas du tableau, ici, vous voyez qu'on a 5 millions ou là, par exemple, 700 000 dollars de volume sur 7 jours. Donc, ça veut dire que vous pouvez rentrer pour 70 000 ou vendre pour 70 000 dollars sur 7 jours. Et c'est quand même sur 7 jours, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez une position de 10 000 dollars, il va peut-être vous falloir 2-3 jours pour sortir ou rentrer de position, d'accord? Et ça, c'est à un instant donné, mais ça peut être bien plus faible à d'autres moments. Vous voyez ici, par exemple, 36 000 dollars. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir rentrer seulement 3 000 dollars de position sur 7 jours. Donc vraiment, si vous voulez récupérer vos 3 000 dollars, il va peut-être falloir récupérer, voilà, il va peut-être falloir attendre 8-10 jours pour réussir en fonction du volume, des variations de volume, etc., pour finir par récupérer votre investissement. Et ça, pour moi, c'est pas possible parce que 8-10 jours dans la crypto, ça peut être fatal. D'accord? Donc voilà, je préfère toujours être positionné là-dessus. Donc sur ces 3 segments, vous allez devoir définir des pourcentages d'investissement sur ces différents segments. Donc à titre personnel, et c'est amené à changer, j'ai tendance à être positionné sur un rythme 20-60-20. 20% sur des big caps, ça permet pour moi de lisser justement l'amplitude de mon portefeuille. Je vais sélectionner des cryptos qui ont des performances, des belles performances, des belles configurations, etc. dans ce top 30 là. Et ça va peser pour 20% de mon portefeuille. C'est lié à mon profil de risque, ma connaissance de marché et mon horizon de temps de placement. C'est les 3 questions auxquelles vous devez répondre. À quel point je connais le marché, à quel point j'ai un horizon de placement qui est long. Plus vous avez un horizon de placement qui est long, plus vous pouvez vous permettre d'aller sur des petites cryptos, parce que vous allez être capable de vous dire, OK, sur un environnement de temps assez long, je serai capable de retrouver une position en gain, d'accord? Sous réserve, évidemment, de sélectionner des cryptos qui ont du potentiel. D'accord, vous n'allez pas sur une toute petite crypto en vous disant je peux tenir la position pendant 10 ans, parce que évidemment, vous allez finir par perdre, hein. C'est des cryptos qui de toute façon n'existeront plus dans 10 ans. Mais si vous prenez une crypto, je ne sais pas moi, qui existe depuis un certain temps, qui a une réelle utilité, etc., vous pouvez vous dire, OK, sur un horizon de temps de 18 mois, 24 mois, 36 mois, j'ai bon espoir de l'avoir remonté. Surtout quand on est dans une phase de bear market, vous avez plein d'autres indicateurs, on est dans une phase d'accumulation, etc. OK, je décide de me positionner et j'ai un horizon de placement qui est plus long. Donc, je suis OK avec l'idée de posséder une crypto qui est plus volatile. OK? Le deuxième critère, hein, dont j'ai parlé, c'est évidemment votre connaissance des marchés. Plus vous êtes débutant, plus il va falloir augmenter le pourcentage de cryptos qui sont dans le haut du panier. D'accord? Vous aurez moins tendance à paniquer en possédant du Bitcoin qu'en possédant une petite crypto obscure où vous vous dites je suis pas non plus serein à l'idée de sa performance. Donc voilà, il va plutôt falloir augmenter le pourcentage des big caps si vous êtes débutant. Et ensuite, du coup, c'est la partie sur votre aversion au risque, à quel point vous êtes capable de bien dormir la nuit en ayant des pertes, d'accord? Et donc ça, évidemment, il va falloir le faire. Et plus vous serez stressé à l'idée
d'avoir des pertes, plus il faudra vous rapprocher des big caps. Et potentiellement, ça peut être positionné sur uniquement à 100% de votre portefeuille sur le top 10. C'est un choix qui se vaut, hein. Il n'y a pas de honte là-dessus. De toute façon, on est tous très très différents, on a tous des âges différents, des horizons de placement différents, on a tous des aversions au risque qui sont très différentes. Évidemment, plus vous allez être dans la crypto, plus votre aversion au risque d'augmenter, hein. Elle risque de diminuer, pardon. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus vous serez capable d'assumer des fortes volatilités en dormant bien, hein. Vous allez voir des plus 20 000 $ en une journée sur votre compte. Bon, bah tant mieux. Et des moins 20 000, bon, bah tant pis. Et vous allez être capable de passer outre. Bon, évidemment, ça va avec le temps, avec aussi votre niveau financier, hein. Si c'est pas de l'argent dont vous avez particulièrement besoin, bah, c'est plus facile. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit de jouer avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors, je suis pas vraiment hyper d'accord avec cette phrase parce que c'est pas de l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est pas du casino, donc c'est pas j'y vais pour m'amuser et si je perds tout, c'est pas grave. Non, ici on est là pour faire de l'investissement, donc le but c'est quand même de pas perdre. Et donc on fait les choses rigoureusement pour ne pas perdre. Donc on n'a pas envie de le perdre, cet argent-là. Par contre, on n'en a pas besoin. Ça veut dire qu'on est capable d'attendre plus longtemps des meilleures configurations pour sortir. Et pas sortir dans la panique parce qu'on a besoin de réparer la voiture qui est tombée en panne. Ok ? Donc voilà, donc ça c'est les 3 segments, big cap, mid cap, low cap. Donc voilà, moi je vous disais, je suis 20-60-20, 20% dans les big caps, 60% dans les mid caps et 20% dans les low caps. Ça vaut actuellement pour ma position en novembre 2025. Ça peut évoluer dans le temps et ça évolue dans le temps. Dans les phases de bear market, évidemment, je vais être plutôt positionné sur de l'USDT ou de l'USDC, donc plutôt big cap uniquement. Dans les phases de reprise haussière, après des phases longues de bear market, je vais plutôt être positionné quasiment que sur du Bitcoin. Okay, et là, dans cette phase de cycle, je vais être positionné exclusivement sur des altcoins. Donc ça, c'est relatif justement à la vidéo liée au portefeuille évolutif en fonction des phases de cycle. Donc voilà. En tous les cas, ne pas tomber dans l'erreur de se surdiversifier, garder entre 10 entre, on va dire, 6 et 20 cryptos différentes. 20, c'est quand même beaucoup, hein. Gardez en tête plutôt le chiffre entre 8 et 12. D'accord ? Pour la majorité des personnes qui sont dans ce cercle d'investissement, ça va correspondre, c'est-à-dire des portefeuilles entre, on va dire, 5 000 et 200 000 $. Donc la majorité d'entre vous, vous avez des portefeuilles à peu près dans ces eaux-là. Donc évidemment, il va plutôt falloir choisir entre 8 et 12. Si vous êtes plutôt dans le haut de cette net worth, bah, il va plutôt falloir choisir 12 cryptos et sinon plutôt dans les 8. Mais voilà, c'est plutôt ce qu'il faut cibler. Au-delà au bout de quelques millions de dollars, je sais que ça en concerne quelques-uns, bah, plutôt cibler entre 12 et 14 à la limite, mais ça suffit. Honnêtement, ça suffit. Voilà, donc sinon concernant la répartition du cycle, on en a un petit peu parlé, mais évidemment il va falloir faire évoluer votre répartition de portefeuille en fonction des phases de cycle. Vous allez être plutôt positionné sur du stablecoin pendant les phases de baisse, vous allez être plutôt positionné sur du Bitcoin pendant les phases de stress de marché, et vous allez être plutôt positionné sur des altcoins pendant les phases justement d'euphorie. Alors c'est très synthétique, ce qu'il faut déterminer c'est surtout la Bitcoin dominance, d'accord ? Les phases de la Bitcoin dominance. Donc ici on va dézoomer un petit peu pour regarder ce qui se passe. La Bitcoin dominance, elle a des phases assez cycliques, des phases de baisse. Donc ça, c'est les phases où les altcoins surperforment Bitcoin. Donc en l'occurrence, ici, c'était un moment où Bitcoin montait. Donc ici, Bitcoin montait, mais les altcoins montaient beaucoup plus fort. À l'inverse, ici, c'est une période où la Bitcoin dominance remonte. C'est-à-dire que les altcoins baissaient violemment et Bitcoin baissait un tout petit peu. Ok. Ensuite, bon, ça c'était plutôt vrai jusqu'à peu près ici, d'accord ? Même jusqu'à peu près, oui, voilà, à peu près ici, ouais, jusque-là en réalité, jusqu'à février 2018. Ensuite, on a eu une période ici où en fait, on a Bitcoin qui remonte et les altcoins qui stagnent, ok ? Et donc là, on a une remontée de la Bitcoin dominance. Donc ça représente à peu près la même chose, hein. Là, pendant cette phase-là, Bitcoin baisse moins vite, et pendant cette phase-là, Bitcoin monte plus vite. Okay. Ensuite, on a une phase de stagnation où globalement, il se passe à peu près la même chose sur Bitcoin et sur les altcoins, hein. On a deux courbes qui sont similaires. Et ensuite, on a de nouveau une phase d'expansion où
Bitcoin continue de monter et là, on a une phase parabolique sur les altcoins. Et ensuite, on réitère ce processus de cycle en cycle sur les cycles monétaires, sur les cycles du halving de Bitcoin, etc. Là, on est dans une phase où on arrive sur un point pivot. Donc, si on trace notre retracement de Fibonacci, hein, c'est ce que j'ai tracé ici. On a notre top ici, notre bottom ici. Et donc, vous voyez que là, on arrive sur notre zone entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Et on arrive du coup ici à avoir un retournement. Ok, donc 0,786, c'est pas vraiment un niveau de Fibo, mais c'est un niveau intéressant dans la crypto. Donc, généralement, ces zones-là constituent des bonnes zones de retournement. Et là, vous voyez que c'est le cas. Au niveau graphique, on a eu une structure de top ici, une première baisse, une consolidation en rising wedge, d'accord, hein, pour ceux qui ont suivi la formation en analyse technique et en analyse graphique. Donc c'est une figure chartiste assez connue. Et ensuite, on a eu une cassure baissière. Et donc là, vous voyez que on est plutôt dans un retournement. Et donc la macroéconomie, la technique, etc. nous indique qu'on est plutôt dans un rythme où on prévoit quelque chose comme ça. Alors, c'est pas dit que ça arrive tout de suite, mais ici, toujours dans une logique de risque sur récompense. Bon, ici, on a quand même fortement augmenté. Donc, il est préférable d'être positionné sur les altcoins et de jouer le fait que les altcoins vont surperformer Bitcoin et venir se loger un petit peu plus bas, autour d'une dominance, vous voyez à droite, aux alentours des 45%. C'est plus logique de se positionner comme ça que de se positionner sur un retour beaucoup plus haut avec une dominance qui pourrait atteindre 80% par exemple. D'accord ? Donc voilà un petit peu les différentes phases et les différents moments dans lesquels on va plutôt être positionné sur les altcoins ou plutôt sur le Bitcoin. Voilà. Donc en tout cas, quand vous êtes positionné sur les altcoins, vous devez décomposer vos investissements en fonction big cap, mid cap, low cap. Et à l'issue, du coup, vous allez être capable de former votre portefeuille. OK ? Ensuite, donc, on va revenir du coup sur la partie de Others, d'accord ? Others dominance. Donc Others, on en a parlé, hein, c'est tout simplement la capitalisation des cryptos du coup du top 11 au top 125. Et donc si on regarde Others dominance, c'est à quel point ces crypto-monnaies, donc du top 11 au top 125, surperforment le reste du marché. Quand on a une courbe qui monte, ça veut dire que ces crypto-monnaies-là, spécifiquement, augmentent plus vite de capitalisation que le reste du marché. Donc c'est un moment où il faut être plutôt positionné sur ce genre d'altcoin. Et à l'inverse, quand ça baisse, c'est des moments où il vaut mieux être positionné sur d'autres cryptos. Donc là, pareil, risque-récompense, quand on arrive en bas, ici, dans des phases ici d'accumulation, qu'on arrive à voir que on arrive à poser une structure, etc., potentiellement, on peut jouer ici une reprise haussière. Et donc, une reprise haussière, ça veut dire qu'il va plutôt falloir être positionné sur des altcoins entre le top 11 et le top 125. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe pour créer un portefeuille. Donc, vraiment, les pièges diversifiés, importants, parce que si vous avez un crack lié à une crypto spécifiquement, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Surdiversifier dans la crypto, ça ne sert à rien. C'est pas comme dans les actions où forcément dans les actions, vous pouvez avoir des actions cycliques, des actions de croissance. Vous pouvez avoir des actions qui sont positionnées sur les marchés émergents, d'autres sur les marchés matures. Vous pouvez avoir des actions européennes, d'autres des actions américaines, des actions chinoises. Enfin, vous pouvez avoir beaucoup de choses différentes dans les actions, mais forcément dans la crypto, on est sur un marché qui est très très peu mature. Je vous rappelle que c'est un marché qui existe depuis globalement une quinzaine d'années pour le Bitcoin. Pour les altcoins, hein, vous voyez, hein, si on regarde la Bitcoin dominance, vous voyez que les altcoins, ils sont apparus réellement, ils sont apparus à ce moment-là, ok, juste au moment de cette alt season-là, hein, jusqu'ici, à peu près à peu près en 2017, hein, à peu près à ce moment-là où on a commencé moi, à titre personnel, j'ai commencé à me mettre dedans. Vous voyez que la Bitcoin dominance, elle était de 95%. À l'époque, pour acheter des altcoins, on n'avait pas de paire altcoin contre USDT. D'accord ? Il fallait acheter des altcoins contre Bitcoin. Okay ? Vous aviez que des paires XRP versus BTC, ETH versus BTC, etc. Et petit à petit, donc, les stablecoins sont arrivés. Et donc, c'est réellement que depuis 2017 qu'on a
des altcoins et qu'on a des altcoins qui performent, ok? Donc ça fait quand même très très peu longtemps, ça fait même pas 10 ans. Donc évidemment qu'il y a une concentration énorme enfin il y a une corrélation énorme entre les différents altcoins et donc il faut être très prudent parce que si on prend 40 cryptos différentes, de toute façon, bah, quand une crypto baisse, elle baisse toutes, d'accord? Et quand une crypto monte, elle monte toutes. Donc ça, c'est la tendance globale du marché. Et maintenant, donc c'est le Total 3, par exemple, c'est la tendance globale du marché. Maintenant, si on veut surperformer le marché, bah, c'est comme toujours, hein, dans le S&P 500, dans les actions, vous avez des actions qui sont mal gérées, qui sont endettées, qui ont des parts de marché qui baissent, etc. Et vous en avez d'autres qui grimpent. Et donc, vous avez tout intérêt à faire du stock picking et donc sélectionner les actions qui ont les meilleures performances, d'accord? Vous pouvez en prendre un certain nombre, mais au moins vous retirez les mauvais élèves de la classe. Et ben, c'est pareil dans les altcoins. Vous avez des cryptos qui ont absolument aucun potentiel, qui existent depuis des siècles et des siècles, qui ont vraiment aucun intérêt, d'accord? Et d'autres qui arrivent, qui sont solides, qui ont du potentiel, des flux, etc. Et donc là, vous allez plutôt vous positionner sur celle-ci. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur la manière de construire un portefeuille. Et de toute façon, vous pouvez voir la suite des formations sur cette partie stratégique. Voilà, je vous remercie.